Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. La course à la chefferie à la Coalition Avenir Québec se dessine de plus en plus. Au moment où on fait cette émission, il y a deux candidats d'annoncer, soit Mme Christine Fréchette et Bernard Drainville. On sait que la semaine dernière, peu de temps après son passage ici, Mme Audrey Bogmans, députée d'Iberville, a donné son appui à Mme Christine Fréchette. Qu'est-ce qu'il en est du député de Saint-Jean? M. Louis Lemieux, bien, on va lui demander puisqu'il est notre invité. M. Lemieux, bonjour. Salut Mario. M. Lemieux avait déjà donné son appui à quelqu'un qui ne se présentera pas finalement. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est donc, ça. vous aviez ouvertement donc donné votre appui à M. Simon-Jolin Barrette qui a décidé de ne pas se présenter. Là, donc, il y a deux candidats, comme je le mentionnais, Christine Fréchette et Bernard Drainville. Est-ce que vous avez fait votre choix pour votre appui? Vous avez dit, Mario, en début d'émission, qu'au moment où on enregistre cette émission. Exact. Bon, au moment où on enregistre cette émission, d'abord, il y a de la neige partout. Oui. Lundi après-midi. Et au moment où on diffuse l'émission, vous êtes en caucus. Voilà. Puis le caucus, ça implique que tous les députés du gouvernement sont réunis pendant 3 jours à Trois-Rivières dans ce cas-ci. Donc, ça va être l'occasion idéale pour me décider sur... Parce que là, j'attendrai pas... J'aurais aimé un troisième candidat. J'attendais un troisième candidat. Mais s'il n'y en a pas, bien, il n'y en a pas. Alors, je vais parler avec Bernard, je vais parler avec Christine, et je devrais pouvoir annoncer avant de rentrer de Trois-Rivières, ou en rentrant de Trois-Rivières mercredi, vers qui je me tournerai pour la suite de cette course. Mais lorsqu'on a lu votre explication concernant votre appui à Simon-Jolin Barrette, le côté plus nationaliste qu'économique, naturellement, c'est plus Bernard Drainville qui vient vous joindre un peu. Bien, vous ne lisez pas dans mes pensées, mais vous avez lu mes écrits. Effectivement, c'est ce qui était écrit. Mais c'est pas que je ne suis pas économique. Puis quand on dit nationaliste, oui... Non, mais c'est pas parce qu'on est, qu'on est quelque chose, qu'on n'est pas d'autre chose. Voilà. Non plus, et tous les deux candidats disent déjà dans les entrevues qui sont sorties aujourd'hui puis hier que c'est les deux. C'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Mais alors moi, je replace ça plus dans l'axe troisième voie. Alors, l'axe troisième voie, c'est pas péquiste, c'est pas PLQ. L'axe troisième voie, c'est on n'est pas fédéraliste, on n'est pas souverainiste, on est autonomiste. Ça, c'est ce qui m'allume. Ça, c'est l'ADN qui m'a attiré à la CAQ. C'est l'équilibre précaire que le premier ministre, depuis 7 ans, avait à conserver entre... C'est pas des clans, mais c'est des franges de notre parti, qui est une coalition, le nom le dit, où on retrouve des deux. Puis on va pas se le cacher, en 2018 puis en 2022, il y a beaucoup de libéraux déçus, il y a beaucoup de péquistes déçus qui ont voté pour nous. La preuve, c'est qu'on avait la majorité des votes. Pour avoir la majorité des votes en 2026, je pense que ça nous prend encore cette troisième voie-là qui s'impose plus que jamais. Si on veut jaser de politique, là, moi, la troisième voie me plaît parce que le référendum, j'en veux pas. Alors, là-dessus, effectivement, je suis très proche de Bernard Drainville. Mais on va. Je vais leur parler, on va échanger, et au retour, probablement, parce que dans ces cas-là, il y a toujours, c'est pas une mise en scène, mais les aspirants aiment bien être entourés de ceux qui les appuient à un moment ou un autre. Alors, on va voir s'il y a un moment ou un autre qui est préférable, donc bientôt, mettons. Ouais. Mais habituellement, une course à la chefferie se fait dans un contexte autre. Parce que là, c'est pas juste une course à la chefferie, parce qu'on va nommer par le fait même le prochain ou la prochaine premier ministre du Québec. Est-ce que ça devient encore plus important, cet appui-là, et dans la réflexion d'appuyer quelqu'un, de dire, bien, on ne cherche pas juste un chef, on cherche un premier ministre? Oui, pour moi en tout cas. Comme député, pour moi, oui, parce que c'est 6 mois au pouvoir. C'est pas parce que les élections sont le 5 octobre que le gouvernement va être au neutre pendant ces 6 mois-là. De un, moi, je veux une constitution, entre autres. Hein? Quand je vais m'asseoir avec Christine, je vais dire, Simon, il ne se présente pas, il a le temps de faire sa constitution, on va-tu l'adopter, là? Ça fait-tu partie de tes priorités? Moi, la première constitution du Québec, j'y tiens. Donc, c'est le genre avec un premier ou une première ministre élue, ça ne change pas tout, mais ça réorganise la vision qu'on a de là où on est puis là où on veut aller. Parce que c'est pas un secret pour personne. Une course à la direction, c'est un bon moment pour reconnecter avec les électeurs, avec la population. Puis effectivement, on est les premiers à l'admettre, il y a une déconnexion, là. Alors, il faut saisir cette opportunité-là d'un point de vue électoral, et puis ces 6 mois-là vont être fondamentaux pour être capable d'arriver le 5 octobre puis dire « nous voici ». Oui, ça m'amène à parler de la situation de la Coalition Avenir Québec.
On s'en cachera pas, le parti est bas dans les sondages, mais à entendre parler plusieurs députés, plusieurs membres de la CAQ, on croit encore qu'on est capable de faire virer ça en la faveur de la CAQ. Si on est dans la troisième voie. Oui. Parce que le danger, ce serait de se battre contre les libéraux ou de se battre contre les péquistes. Il faut se battre contre les deux. Puis c'est facile quand on est dans la troisième voie, puis qu'on se dit, moi, je ne suis pas fédéraliste, je ne suis pas séparatiste, je suis autonomiste, je veux le maximum de ce que je peux aller chercher pour le Québec. Il y a toujours une petite phrase qui vient en arrière de ça. À l'intérieur du Canada. Ben oui, c'est parce que moi, je ne suis pas fédéraliste, là, mais je veux être capable de donner les pleins pouvoirs à une ou un premier ministre du Québec qui va aller chercher le maximum et qui va penser juste à l'option autonomiste plutôt qu'à essayer de plaire à l'un ou à l'autre. Moi, j'ai retardé, je ne suis pas retardé, mais je ne suis pas venu en politique avant 2018 parce que c'est en 2018 que l'opportunité s'est présentée avec un chef qui disait « On est la troisième voie ». Moi, j'ai fait « Oui, ça, j'aime ça ». Vous êtes un de ceux qui a embarqué dans la CAQ à cause de François Legault, entre autres? Et de sa troisième voie, mais oui, M. Legault et puis moi, ça a cliqué dès le jour 1, c'était en 2017, et ça va continuer de cliquer. On a échangé par courriel depuis son départ. Oui, si ça n'avait pas été François Legault, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ouais. Et puis là, ben, ça fait partie des décisions que moi, je vais devoir prendre quand on va voir qui sera là le 12 avril prochain. Mais êtes-vous inquiet? Parce que plusieurs disent que la Coalition Avenir Québec, c'était le parti François Legault et qu'une fois que M. Legault va avoir définitivement quitté, plusieurs s'interrogent sur l'avenir de la CAQ. Est-ce que vous êtes quand même optimiste pour la suite des choses? C'est sûr qu'en théorie, il y a un risque. La théorie du fondateur qui s'en va au plus mal de son parti dans les sondages, c'est sûr que la théorie dit « ça va pas bien ». Mais, et on va le voir, je pense, pendant la course à la direction, on est un parti, une coalition, donc on ne peut pas dire qu'on est unis, parce que j'ai des collègues qui sont fédéralistes, j'ai des collègues qui sont... C'est sûr que les discussions familiales là, des séparatistes fédéralistes doivent exister dans votre parti. Mais ça va bien. En fait, ça va même mieux que je pensais. Parce que depuis le départ de M. Legault, parce que jusqu'à temps qu'il parte, on espérait qu'il reste. En tout cas, moi, j'étais de ceux qui espéraient qu'il reste. Mais à partir du moment où il est parti, c'est la première fois qu'on parle de ça. Il n'y avait pas des clans comme au PQ pendant toute sa vie où un tel était en train de mener une cabale, puis un autre voulait... Bon, on n'a pas vu ça, mais pas du tout pendant 7 ans. Donc là, c'est maintenant qu'on a ces conversations-là. C'est pour ça que le caucus de cette semaine à Trois-Rivières est fondamental, pas juste pour moi, pour décider, mais pour tout le monde. Mais ce que je sens, tous les collègues à qui je parle, il y a une union. Okay? Une union qui n'est pas nécessairement une union de pensée par rapport à la fidélité, mais il y a une union sur, oui, ça peut fonctionner. M. Legault disait tout le temps qu'on est une belle grande famille. C'est vrai. Mais dans chaque famille, il y a un séparatiste puis un fédéraliste, ben oui. Ce que je sache. Là, comme dans chaque famille, il y avait un Canadien et un Nordique aussi. Fait que voilà. En terminant, est-ce que vous réfléchissez à votre avenir? Ben, dans l'optique où je disais, je vais voir qui arrive le 12 avril, parce que la question était bonne en disant, c'est M. Legault qui vous a amené là. Il ne m'a pas juste amené là, il m'a pas convaincu en me tordant le bras, mais j'étais à l'aise, j'étais confortable. Il faut être bien. Tu ne veux pas être sur les banquettes pendant 4 ans en disant « Ouais, mais ça, moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça, puis ça me tente plus ou moins. » Si on a une constitution en sortant du Parlement à la mi-juin, vous allez voir un petit gars content, là. Ouais. Content comme un petit gars dans les magasins de bonbons. Mais ça fait partie d'un ensemble. Ouais. Et puis, il n'y a pas personne qui dit « On n'ira pas à l'économie, on ira... » Mais c'est une question de vision puis de posture. Le nationalisme, la fierté... ça fait partie de ce que je suis et de ce que nous sommes. Moi, je veux que ça s'incarne dans le ou la chef. C'est là que ça fait une différence. Donc, le maintien de la troisième voie, c'est primordial pour vous. Oui. Pour la prochaine élection. Et les deux l'ont déjà dit, troisième voie. Mais on module, les arguments, puis on module la place que ça prend. Ça dépend si la voie va prendre la droite ou la gauche. Il y a ça aussi. Ça. Moi, là-dessus, je suis assez centre-droit. Quand vous dites en terminant, c'est parce qu'on... Non, parce qu'il y a d'autres sujets. Il y a d'autres sujets. On va terminer ce dossier-là et on va attaquer un autre sujet important pour le comté, c'est le redécoupage de la carte électorale. Il y a une décision qui a été prise et là...
Parce que là, ça va aller en Cour suprême, Oui. mais le comté de Saint-Jean perdrait la municipalité de Saint-Blaise. Et ça vous déçoit un petit peu. Malheureusement, je suis déçu. Puis les gens de Saint-Blaise, en tout cas le maire de Saint-Blaise puis le conseil municipal sont déçus aussi. Et puis, mais c'est une saga, c'est compliqué. Écoute, je me suis levé en chambre pendant 20 minutes pour dire ce que j'avais à dire puis ce que je pensais, puis c'était pas encore assez. Mais essentiellement, on est à la croisée des chemins dans la mesure où on a porté en appel le jugement qui disait que la loi que les 125 députés ont adoptée pour dire au directeur général des élections du Québec « touchez plus à rien », on fait la même chose en 2026 qu'on a fait en 2022. Puis au lendemain de l'élection de 2026, les députés s'entendront sur une façon de changer la carte. Il faut la changer. Parce que moi, là, je vais arriver à Saint-Jean, pas pour rien qu'ils m'enlèvent du monde. Je suis déjà à la limite, je suis au bouchon. Il y en a d'autres qui en ont pas assez. C'est le cas d'Huntingdon. Il en manque d'Huntingdon, j'en ai trop chez nous. Ça tombe bien, il y a une frontière entre les deux, alors il y a bouge. Je peux pas leur en vouloir. Mais en même temps, je pense qu'on devrait moderniser cette idée-là. La Cour suprême a imposé dans les années 70 que la limite maximum et minimum d'une médiane de tous les comtés devrait être 25 plus ou 25 moins. Peut-être que c'est pas en 2026 une bonne idée de garder ça, parce que les territoires changent. Oui. Moi, quand vous dites Saint-Blaise puis Saint-Jean, c'est correct, là, mais en Gaspésie, ça n'a pas de maudit bon sens. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde en Gaspésie, mais il n'y en a pas non plus aux îles-de-la-Madeleine. Pourtant, ils ont un comté. Alors, il y a plein de choses qu'il faut revoir. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut le faire. Là, on a demandé à la Cour suprême de nous entendre. S'ils le font avant le mois d'avril, on devrait peut-être être bon pour avoir une résolution, positive ou négative. Mais moi, je pense que c'est aux députés du Québec de... On l'a adopté ensemble, cette loi-là, les 125. Jamais je croirais qu'on n'est pas capable de vivre avec. Là. Donc, en résumé, s'il n'y a pas de décision de la Cour suprême pour l'élection qui s'en vient, donc Saint-Blaise ne fait pas partie du comté de Saint-Jean, c'est ça? Jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça que ça se joue. Mais comme je vous dis, c'est une saga. Il y a eu des rebondissements au travers ces années-là. On verra comment ça finit. Bon. Avant les fêtes, il y a une très bonne nouvelle pour Saint-Jean, c'est le refuge temporaire qui a été installé sur Jacques-Cartier. Je sais que vous vous êtes impliqué notamment financièrement dans ce dossier-là. Peut-être nous en parler un peu et l'importance que vous accordez au dossier de l'itinérance pour le comté de Saint-Jean. Bien, c'est fondamental parce que c'est arrivé, c'est pas de ma faute, là, mais c'est arrivé à peu près en même temps que moi là, avec la pandémie. Tu sais, avant la pandémie, c'était pas un sujet. On connaissait ceux qui mendiaient dans la rue, on les reconnaissait, on jasait avec eux autres. Là, tout d'un coup, c'est plein de nouveaux mondes, une autre clientèle de personnes qui sont démunies puis qui finissent dans la rue. Donc, c'est très important. Merci de dire que je me suis impliqué financièrement, mais c'était symbolique, dans le fond, parce que le gouvernement, c'est à coût de centaines de milliers de dollars par année, puis ça augmente à chaque année depuis qu'on a commencé à prendre à bras-le-corps ce problème-là de l'itinérance. Et puis, c'est beaucoup d'argent. Et puis, il en faut plus encore, bien sûr. Mais moi, j'ai dit, pour le bien de l'opération de l'ouverture du refuge, j'ai dit, bien, ça coûte combien de nourrir le monde pendant qu'ils sont là? Puis ça coûte pas très cher parce qu'ils sont pas là longtemps, ils viennent dormir, ils mangeront pas toute la nuit. Alors, j'ai dégagé 10 000 $ de mon budget discrétionnaire de soutien à l'action bénévole pour contribuer avec la Ville, avec le CIS, qui va continuer de travailler fort sur ça. On n'a pas le choix. Mais ça, là, c'est pas un pansement, mais c'est pas une solution à long terme. Là. On est à court terme, on règle ça cet hiver. Ce que j'ai dit à Éric Latour, c'est qu'il faut qu'on s'y remette tout de suite au printemps parce qu'il y a pas juste l'hiver, puis d'hiver en hiver, si on fait rien, ça va être plus difficile. Donc là, on a réglé ça là, mais il faut que tout le monde ensemble aussi. Là. Tu sais, le ensemble, pour moi, c'est quelque chose qui est devenu presque trop dans ma bouche, mais c'est pas toutes les municipalités qui prenaient à bras-le-corps. Il y a beaucoup de municipalités au Québec qui disaient « Ouais, c'est un problème de santé, c'est un problème de logement, c'est pas nous autres, ça. » En fait, ce qu'on m'a dit dans ce dossier-là, c'est que la Ville avait pris les devants en s'engageant financièrement pour régler une partie du problème. Et c'est par la suite que tout ça a amené à l'ouverture du refuge. Vous me confirmez ça? Parce que Saint-Jean-sur-Richelieu était, comme beaucoup de municipalités, sur un certain quant à soi, en disant « Bien, c'est la santé, ça, c'est provincial, c'est pas nous autres. » Bon, ils ont mis un peu d'argent avec les policiers quand on a suggéré d'avoir un projet pilote, d'avoir un travailleur social et un policier dans des véhicules. Puis quand on est arrivé au bout du programme, qui durait 3 ans pour en payer la moitié, on a dit, ben là, on avait dit que c'était 3 ans, c'est fini. Non, il y a encore beaucoup d'itinérance, puis nous autres, on n'a pas l'argent pour payer pour ça. On a dit, non, mais c'est pas de même, ça marche. Là. On avait dit 3 ans. On a fait un effort supplémentaire pour la 4e année, mais quand tout le monde se met ensemble,
on va y arriver, là, parce qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. C'est peut-être particulier chez nous, mais tout le monde a le problème, puis il faut le prendre à bras-le-corps. Puis moi, je pense que... Puis je dis un problème, c'est pas un problème, c'est une situation. On ne l'a pas vu venir, ou en tout cas, si on l'a vu venir... Puis là, on l'a, alors il faut vivre avec, il faut faire avec, puis il faut penser à ce monde-là. Je veux dire, c'est pas compliqué, la solution, c'est le logement, OK? Je veux dire... essentiellement, s'ils sont dans la rue, c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir de logement. Donc, il faut trouver des logements. Ici, on a commencé, on va voir de plus en plus de logements, mais puis Unité Aînée n'aidera pas, malheureusement, parce que Unité Aînée, c'est pour les personnes âgées. Je crois qu'il y avait des personnes âgées dans la rue. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est par le logement que ça va se paspasser. Donc, Mais vous m'ouvrez la porte, justement, au logement. Là. Ottawa s'engage à verser 1 milliard aux provinces, à Québec, pour régler le problème du logement. Vous espérez que Saint-Jean ait sa part du gâteau? Oui, et j'espère que Saint-Jean arrive avec une solution qui n'est pas novatrice dans le sens où d'autres l'ont déjà fait, comme Saint-Jérôme, mais pour prendre une partie de cet argent-là, parce que dans la globalité du problème du logement, c'est pas l'argent le problème, c'est la coordination entre tous les joueurs. On a donné des pouvoirs spéciaux aux municipalités pour être capables de passer outre à leur zonage, à ci, à ça. Mais c'est lent, c'est long. Puis au bout du compte, c'est pas le gouvernement qui construit, c'est les entrepreneurs, c'est les locataires qui vont construire des logements. Donc, c'est très long, malheureusement. Mais là, on a une opportunité pour dire, on peut-tu avoir un logement de transition, une maison de logement de transition à Saint-Jean pour sortir de la rue, puis commencer par là, avant d'aller ailleurs. Puis avant ça, ça prenait un refuge. Là, on en a un pour cet hiver, ça en prend un autre bientôt. Mais c'est ça l'idée. Il faut que tout le monde, le milieu communautaire, la population, prenne ce problème-là pour ce qu'il est et trouve les solutions qui sont là. Mais tu sais, c'est pas le gouvernement qui va ouvrir une maison de transition à lui tout seul. Non. Mais heureusement, il y a de l'argent pour le logement. Donc, oui, on peut aller en demander là, mais si c'est juste l'argent du gouvernement, ce ne sera pas assez. Comme le refuge. La Ville a donné un bon montant. Le CIS y est allé avec l'argent du gouvernement, puis ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ensemble. Mais comme vous avez dit, ça ne règle pas tous les problèmes, mais c'est au moins un pas dans la bonne direction. Oh oui, définitivement. Et c'est une belle réussite. Là. Oui, c'est une belle réussite. Quand je suis allé visiter le soir avant l'ouverture, j'étais, je peux pas dire impressionné parce que c'est triste, mais en même temps, c'est ça coche, là. C'est bien fait. Monsieur Lemieux, merci beaucoup. Bon caucus. Ah! Quand est-ce que je reviens pour tous mes autres sujets? Là? On aura l'occasion de se reparler parce que l'élection n'est que prévue en octobre, donc on aura l'occasion de se reparler, M. Il faut, l'École des colibris, le Centre de formation professionnelle, Georges Phaneuf de Maison, on les a. Ils s'en viennent tous. D'ailleurs, quand vous disiez, allez-vous rester, là, moi, je travaille là-dessus en ce moment-là. Ces dossiers-là sont majeurs, je veux les porter à terme le plus vite possible. Bien, tant mieux. Merci beaucoup, M. Lemieux. Je vous en prie. Hey, bonne année, on ne se l'était pas dit. Oui, moi, je dis à tout le monde, tant que janvier n'est pas terminé, que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un, on se souhaite bonne année. Il nous reste 4 jours. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On fait une pause et on revient tout de suite après. On reçoit beaucoup de signalements de voleurs de temps ces jours-ci. Je partais faire mon jogging quand soudain, un troll d'Internet m'a volé tout mon après-midi. On a dressé une liste de voleurs de temps les plus dangereux. C'est à nous de les arrêter. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Si vous avez la chance d'aller au Théâtre des Deux-Rives au cours des prochains jours et des prochaines semaines, vous allez voir une exposition absolument magnifique, l'exposition « Et si c'était ça la vie ». Et pour nous en parler, je reçois Joanne Boucher et Claude Bellil, qui sont galéristes et propriétaires de la Galerie du Vieux-Saint-Jean. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, avec plaisir. D'abord, comment est venue l'idée de présenter cette exposition dont on a des commentaires absolument... Je travaille au Théâtre des Deux-Rives et les commentaires sont vraiment magnifiques. Comment on en est venu, justement, à partir de cette exposition? Je peux peut-être vous faire une petite genèse de comment on a sélectionné les artistes en premier, puis Joanne pourra parler plus des œuvres. En fait, ce qui est arrivé, c'est 2023, je crois. On avait fait une exposition à la galerie. En fait, pour ceux qui le savent, les femmes dans le milieu de l'art n'étaient pas reconnues du 18e, 19e siècle. Devaient même présenter leurs œuvres sous le nom de leur père ou de leur mari. Et n'étaient pas admises dans les salons, n'étaient pas admises en formation, n'étaient pas admises à l'académie.
Et donc, nous, on a voulu, pas célébrer ça, mais mettre ça en lumière un peu, si on veut, à notre échelle, dans le fond, faire connaître ce phénomène-là. Donc, on avait demandé à nos artistes féminines de la galerie de choisir un artiste dans l'histoire de l'art et puis de faire une œuvre en relation avec cet artiste-là qui l'avait inspiré. Donc, ça s'était bien passé, mais on sait qu'il n'y a que seulement 11 % des artistes féminines dans les musées aujourd'hui, puis c'est encore comme ça, là. Bon, c'est un peu tout ça l'histoire. Ce qui s'était produit à ce moment-là, bien, ça avait très bien été, et puis les dames nous ont redemandé de le refaire. Donc, cette année, on s'est dit, OK, on va refaire l'exposition un peu, mais on va étendre un petit peu le sujet dans le sens où on ne va pas sélectionner seulement des artistes dans le milieu de l'art visuel, mais dans l'art en général. Et puis là, bien, on travaille avec l'ASPEC. On pense que c'est une très belle collaboration, puis on les remercie d'ailleurs. Mais on pense que c'est des choses qui font du bien. L'art en général, que ce soit l'art de la scène, l'art visuel, ça nous fait du bien. Puis Dieu sait qu'on a besoin de ce temps-là. Donc, un peu par souci d'équité, on s'est dit, bon, bien, Colin, si toutes les femmes vont être exposées à la galerie, on va au moins donner la chance à nos hommes, dans le fond, de la galerie, d'exposer. Fait que c'est comme ça qu'on a sélectionné les artistes. Il n'y a pas question de sexiste ou quoi que ce soit. Là, c'est question d'équité parce que le sujet se prêtait. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir comme œuvre, justement, à cette exposition? Il va y avoir 6 artistes peintres différents qui sont professionnels établis. Et c'est des artistes qui ont... J'essayais de trouver un point commun qui réunissait tous les artistes. Et pour les connaître personnellement, je sais que ces artistes-là, plutôt que de se concentrer à ce qui se passe dans le quotidien puis qui est un peu plus négatif, ils vont se réfugier dans leur atelier pour recréer la beauté, pour s'inspirer d'un petit moment de vie qui va mettre en lumière, puis avec la couleur, puis l'énergie qu'ils ont. Oui, c'est ça. Parce que je le mentionnais, je travaille au théâtre et ce que j'ai trouvé particulier et vraiment très beau, c'est que c'était des enfants de première et deuxième année. Et j'avais de la difficulté à les faire rentrer dans la salle de théâtre parce qu'ils allaient assister à une pièce pour enfants, parce qu'ils admiraient les toiles et me disaient même « Hey, ils sont beaux, ils sont belles vos toiles. » Mais c'est pas moi comme si c'est moi qui les avais fait, là. Mais c'est ça, donc c'est cette beauté-là parce que c'est très coloré comme exposition, hein. C'est coloré, puis c'est prendre des scènes de vie, du quotidien, des paysages ou des moments de vie que les artistes vont mettre en lumière, qui vont recréer, mais avec cette sérénité-là, puis qui nous fait du bien, justement. Puis c'est ça le but de chaque artiste, un peu comme la musique, hein? C'est le même processus créatif. Quand on compose une chanson ou une ballade, on a envie que ça soit intéressant. Bien, le processus créatif d'un artiste peintre, c'est la même chose. Exactement. Le vernissage, d'ailleurs, a lieu ce jeudi là, au Théâtre des Deux-Rives. Donc, si vous avez la chance d'y aller. Je sais qu'il y a une collaboration quand même qui date depuis longtemps avec la SPEC. Comment vous parleriez un peu de la façon dont les gens, pas acceptent, mais les commentaires qu'on fait sur les expositions qu'on y présente au théâtre? Bien, en fait, on les entend pas tant parce qu'on n'est pas là, nous. Oui, mais sûrement qu'il y a des échanges quand même. Effectivement, qui sont avec l'ASPEC. On a des gens, puis avec l'ASPEC, ben, comme je disais tantôt, c'est pas à la même échelle, là, on ne veut pas se comparer à l'ASPEC, mais le but est très semblable, dans le fond. Hein. Quand on va voir un spectacle, qu'on regarde une œuvre, qu'on la met sur notre mur, bien, l'idée, c'est de se faire plaisir, de se faire du bien. Fait que c'est comme ça un peu que c'est arrivé. Puis on avait un contact avec Isabelle dans le temps, avant qu'elle soit nommée là, mais qui travaillait pour l'ASPEC, qui elle aussi est amateur d'art. Donc, c'est comme ça que c'est venu, avec Isabelle, et puis tranquillement, pas vite. Puis bon, bien, ce qui se produit, c'est quand on a des opportunités ou qu'eux ont des opportunités, ils nous demandent, puis nous, on essaie de monter une exposition différente à chaque fois. Comme Joanne le mentionnait cette fois-ci, bien là, c'est tous des moments de vie qui vont nous faire penser à quelque chose, juste prendre une pause ou faire un voyage ou aller voir quelque chose qui nous fait du bien. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Les commentaires, en général, c'est très bon parce que les gens qui vont là, bien, c'est déjà des gens qui ont un certain goût de l'art. Oui, qui aiment la culture, c'est ça, exactement. Qui aiment l'art. Donc, ces gens-là apprécient beaucoup. Puis nous, bien, ce qu'on essaie de faire au travers de tout ça, c'est de faire comprendre un peu plus le processus, d'où ça vient l'art. Puis
ça semble banal, une œuvre, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça le semble. Et puis, souvent, on dit « Oh, je serais capable de faire ça, moi », mais quand on s'essaie, on s'aperçoit que non, c'est pas si simple. C'est comme chanter, ça. Ouais, c'est ça. Donc, au vernissage, les gens vont pouvoir poser justement des questions sur les œuvres qui sont exposées, sur la façon dont ça a été fait. Donc, en fait, vous serez là pour répondre aux questions. Exactement. L'idée, c'est de démocratiser l'art, de parler des artistes, un peu de leur parcours aussi, puis leur vision dans leur travail. Alors, ça va me faire vraiment plaisir. Puis je vais être moins gênée que je le suis présentement. Et pourtant. Et pourtant, mais chacun son métier. Ouais. Est-ce que ça a des retombées sur la galerie, par exemple, de présenter ce genre d'exposition au plus grand public, parce que c'est un peu tout le monde qui se présente là? Est-ce que ça a des retombées, ces expositions-là? Beaucoup même, je dirais, parce que souvent, les gens, ils vont venir au centre-ville, mais ils ont la gêne de rentrer dans une galerie. Pourtant, on est là depuis notre 11e année. Et je ne sais pas pourquoi, il y a comme cette retenue-là de rentrer dans une galerie parce qu'on a l'impression qu'on ne connaît pas l'art ou on a l'impression de se faire achaler pour acheter. Alors que le but de la galerie, c'est pas nécessairement... c'est pas juste un magasin, c'est comme un lieu d'exposition. En fait, vous n'êtes pas là pour vendre quelque chose. Non, on veut faire découvrir l'art aux gens qui passent. On veut être un lieu culturel qui, dans un premier temps, ils font la découverte, ils découvrent un peu le travail des artistes, etc. Puis on a 20 artistes, mais très, très différents, autant dans leur façon de travailler, mais dans la technique. Et puis ils ont tous des signatures assez fortes, mais c'est très varié là, dans nos artistes. Fait que c'est ça qui devient intéressant pour les gens qui viennent à la galerie. Ouais, hein? Et puis oui, l'exposition, bien, ça amène des gens qui se questionnent puis qui ont moins peur de rentrer souvent. C'est une historique très élitiste de l'art. Hein? Et puis nous, bien, on est plus ou moins à l'aise avec ça. On veut que... En fait, vous voulez la démocratiser, dans le fond. Oui, puis on veut que tout le monde puisse en bénéficier. Puis nous, on a beaucoup de plaisir à échanger avec quelqu'un, même s'il n'achète rien. Là. Le principe, l'idée, c'est de comprendre. Puis nous, on le fait par passion, bien entendu. Donc, c'est comme ça que... Fait que dans ce sens-là, oui, les expositions à l'aspect, ça amène les gens, ça crée cette espèce de curiosité-là d'en voir plus, si on veut, là. Donc, le vernissage a lieu jeudi prochain au Théâtre des Deux-Rives. L'exposition durera quelques semaines. Merci beaucoup de votre visite et puis bon succès à cette exposition et à votre galerie du Vieux-Saint-Jean. C'est nous qui vous remercions aussi de la visibilité. Merci beaucoup. Bienvenue, ça fait plaisir. Voilà, ça complète cette édition. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Au revoir.